La première fois que ma famille a ri de mon silence, j'avais 7 ans. Je m'en souviens parfaitement, car mes pieds ne touchaient même pas encore le sol. Ils se balançaient sous la table à manger, heurtant doucement le pied en bois. Ma grand-mère avait préparé son traditionnel rôti du dimanche, et l'odeur de l'ail et du romarin embaumait toute la maison. Tout le monde parlait en même temps. Mes cousins se disputaient à propos de dessins animés. Mon oncle se plaignait du prix de l'essence. Ma mère m'a demandé, « Ma chérie, comment s'est passée ta journée à l'école ?» J'ai ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Les mots étaient là, dans ma tête, aussi clairs que le jour. Nous avons peint des papillons. J'ai eu le bleu. La maîtresse a dit qu'il était joli, mais ma gorge s'est nouée comme si on m'avait fait un nœud à l'intérieur. Tu as perdu ta langue, a plaisanté mon oncle. Tout le monde a ri. À 7 ans, on ne se rend pas compte qu'un simple rire peut se transformer en un écho pour la vie. À 10 ans, les médecins ont trouvé un nom, le mutisme sélectif. C'est lié à l'anxiété, a expliqué le spécialiste à mes parents. Il peut parler. Il ne peut simplement pas dans certains contextes. Mon père croisa les bras. Alors, il est juste têtu. Le médecin fronça les sourcils. Non, monsieur. Ce n'est pas un choix. Mais mon père n'y a jamais vraiment cru. Pour lui, un fils silencieux n'était pas normal. Ce n'était pas un signe de force. Ce n'était pas acceptable. Et dans notre famille, tout ce qui n'était pas acceptable devenait une blague. Chaque dimanche soir, c'était la même chose. Même table, même rôti, même blague. Mon cousin Eric agitait sa fourchette devant moi. Et, tu crois qu'il est un espion en secret? Ma tante reniflait. Ou peut-être qu'il n'a rien d'intéressant à dire. Mon père secouait la tête. Il faut qu'il se forge un caractère. Les vrais hommes parlent. Et ma mère, elle, fixait son assiette. Elle ne riait jamais, mais elle ne les arrêtait jamais non plus. À 16 ans, j'ai essayé. Mon Dieu, j'ai vraiment essayé. C'était Thanksgiving. La table était garnie. Dinde, purée de pommes de terre, sauce au canneberge, tout le tralala. La télé du salon diffusait un match de football à plein volume. Mon oncle était particulièrement en forme ce soir-là. Alors, Alex, dit-il d'une voix forte, se penchant en arrière sur sa chaise, toujours en faisant semblant d'être muet. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Dis quelque chose, me suis-je dit. Juste un mot. Un petit couinement. Un vrai couinement. Eric a éclaté de rire, si fort qu'il a failli s'étouffer avec sa farce. Mon oncle a frappé la table du poing. Vous avez entendu ça? On dirait un hamster cassé. Même mon père a souri en coin. J'ai senti mon visage brûler. Mes yeux me piquaient. La pièce a légèrement tourné, comme si je m'étais levée trop vite. Ma mère a tendu la main vers moi sous la table, mais je me suis dégagée. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais juste le silence. L'université était mon refuge. J'ai choisi une école à 3 états de distance, même si elle était plus chère. Je travaillais à temps partiel, j'ai contracté des prêts, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Loin de ma famille. J'ai commencé à parler, pas parfaitement, pas avec assurance, mais en petits groupes avec des gens qui n'avaient pas encore d'image préconçue de moi. Les mots sont venus. Mon colocataire Jake a été la première personne, en dehors de mon thérapeute, à m'entendre prononcer des phrases complètes. Il n'en a pas fait tout un plat. Il ne m'a pas dévisagé, n'a pas applaudi, n'a pas plaisanté. Il a simplement hoché la tête et dit « Cool. Tu veux une pizza ?» Et pour la première fois de ma vie, parler m'a paru normal. À la fin de mes études, je maîtrisais les présentations, les entretiens d'embauche, les conversations informelles au travail. Ma voix n'était ni forte ni puissante, mais elle existait, et c'était suffisant. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet comptable de taille moyenne. Rien de glamour, mais stable, prévisible, rassurant. J'ai emménagé dans un petit appartement, une chambre, au 2e étage, avec un radiateur grinçant qui sifflait comme un chat en colère tout l'hiver. C'était l'endroit le plus calme où j'ai jamais vécu et j'adorais ça. Puis ma mère a appelé. C'était un mardi soir. Je mangeais des pâtes au micro-ondes en regardant une sitcom abrutissante. Son nom s'afficha sur mon téléphone. J'hésitais avant de répondre.
On se parlait peut-être une fois par mois. De courtes conversations polies. Salut, maman. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Alex, dit-elle doucement. Ton grand-père. Il est décédé ce matin. J'eus la gorge serrée. Grand-père Henri était le seul dans la famille à ne jamais se moquer de moi. Il s'asseyait souvent avec moi sur la véranda, me tendant des outils pendant qu'il réparait de vieilles radios. Il parlait du temps qu'il faisait, des oiseaux, ou de l'odeur du vent avant la pluie. Et jamais il ne m'avait demandé de lui répondre. Il me laissait tranquille. C'est quand l'enterrement, demandai-je. Samedi. Nouveau silence. Et Alex, l'avocat dit que tu dois être là pour la lecture du testament. Cela me prit au dépourvu. Pourquoi? Je ne sais pas, dit-elle. Mais tout le monde vient. Ton père, ton oncle, les cousins, tous. J'eus la nausée. L'idée de me retrouver à cette table, d'entendre à nouveau les blagues, les sourires en coin, les chuchotements. J'ai failli refuser. Mais c'était grand-père, alors je lui ai dit que je serais là. La maison paraissait plus petite que dans mon souvenir. La même peinture blanche écaillée. La même boîte aux lettres de travers. Le même chêne dans le jardin qui laissait tomber ses glands comme de minuscules bombes sur le toit. À l'intérieur, ça sentait le café, le vieux bois et une légère odeur médicinale. Les membres de la famille remplissaient le salon, vêtus de noir. Certains reniflaient. D'autres consultaient leur téléphone. D'autres encore chuchotaient. Mon cousin Éric m'a repéré en premier. Tiens, qui voilà, dit-il. Silencieuse, mais pas partie, hein. J'ai esquissé un sourire crispé. Mon père m'a fait un bref signe de tête. Pas d'accolade. Ça ne fait pas plaisir de te voir. Juste un signe de tête comme si j'étais une collègue qu'il connaissait à peine. Mon oncle m'a tapoté l'épaule. Ne t'inquiète pas, ma petite. Grand-père n'avait pas grand-chose. Tu ne vas pas passer à côté d'une fortune. Ils ont tous ri. J'ai senti cette vieille boule se serrer dans ma gorge. Tiens bon jusqu'au bout, me suis-je dit. Les funérailles se sont déroulées dans le silence. Un simple cercueil en bois, des lys blancs, une douce musique d'orgue. Je restais au fond, les mains jointes, les yeux rivés au sol. Quand vint le moment des témoignages, mon oncle s'avança. Henri était un vieil homme têtu, dit-il avec un sourire. Mais il savait prendre soin de sa famille. Il me jeta un coup d'œil. Même des plus discrets. Quelques personnes rirent doucement. J'avalai ma salive avec difficulté. Après la cérémonie, nous nous sommes tous réunis à la maison pour la lecture du testament. La table à manger était débarrassée, à l'exception d'une pile de papier et d'une mallette en cuir. Un homme mince en costume gris était assis en bout de table. « Bonjour, dit-il. Je suis maître Caldwell, l'avocat de votre grand-père. » Chacun prit place. Je me retrouvai sur la même chaise que celle de mon enfance. Celle dont le pied était légèrement bancal si on se penchait trop en arrière. Éric était assis en face de moi, souriant. « Place d'honneur », murmura-t-il. « Au premier rang pour la déception. » Je fixai la table. Le grain du bois était exactement le même que lorsque j'avais 7 ans. Monsieur Caldwell ouvrit la mallette et en sortit un épais document. « Nous commencerons par les legs les plus modestes, » dit-il. « Puis nous aborderons le patrimoine principal. » Ma tante se pencha en avant avec empressement. Mon oncle se frotta les mains. Papa resta assis, le visage impassible. « Et à mon fils, Robert, lut l'avocat, je lègue ma collection d'outils anciens. » Papa hocha la tête une fois. « Très bien. » Et à ma fille, Linda, je lègue mon service de porcelaine ancien. Ma tante sourit d'un air suffisant. « J'ai toujours adoré ces assiettes, » dit-elle. Éric se pencha de nouveau vers moi. « Je parie que tu hériteras des restes de la radio. » 2 cousins ricanèrent. Je sentis mon visage s'empourprer, mais je restai silencieux. Puis l'avocat tourna une page. « Et maintenant, le reste de la succession. Cela comprend la maison, le terrain, les comptes d'épargne et tous les placements. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Mon oncle se redressa. Papa plissa légèrement les yeux. Ma tante joignit les mains. « Cette partie, poursuivit l'avocat,
doit être légué entièrement à... Il marqua une pause. Son regard quitta le document et se posa directement sur moi. Le silence dans la pièce devint pesant, lourd, presque suffocant. Mon cœur se mit à battre la chamade. Éric murmura « Impossible !» L'avocat s'éclaircit la gorge. Et juste au moment où il ouvrait la bouche pour prononcer le nom, mon oncle éclata de rire. « Dites-moi que ce n'est pas celui qui est muet », lança-t-il. Quelques personnes ricanèrent. Je sentis tous les regards se tourner vers moi. L'avocat durcit le visage. Il baissa de nouveau les yeux sur le document, puis les releva et déclara d'une voix claire et posée. « À mon petit-fils, Alex, je lègue l'intégralité de mon patrimoine principal. » Pendant un instant, personne ne réagit. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Puis ma tante laissa échapper un petit rire sec. « Oh, très drôle, » dit-elle. « Maintenant, lisez le vrai. » Monsieur Caldwell ne bougea pas. « C'est le vrai, madame. » Mon oncle se pencha en avant. « Attendez. Il y a forcément une erreur. »« Il n'y a pas d'erreur, » répondit calmement l'avocat. Éric resta bouche bée. « Vous êtes sérieux ?» Monsieur Caldwell ajusta ses lunettes. « La maison, le terrain, les comptes et tous les autres biens doivent être transférés exclusivement à Alex. » Conformément aux termes du testament de monsieur Henry Carter, j'eus l'impression de plonger sous l'eau. Les mots me parvenaient, mais ils me semblaient irréels. La voix de mon père brisa le silence. « C'est impossible. » Il fixa l'avocat droit dans les yeux. Mon père ne ferait jamais une chose pareille. Pas à son propre fils. Monsieur Caldwell fit glisser un document sur la table. Voici la version finale du testament, signée et notariée il y a 8 mois. Mon père ne l'avait même pas regardé. Il devait être perdu. Malade. Quelqu'un l'avait manipulé. Mon oncle frappa la table du poing. C'est ridicule. Ce gamin a à peine adressé la parole au vieil homme. Tous les regards se tournèrent de nouveau vers moi. Ma gorge se serra comme d'habitude. Mais cette fois, c'était différent. Pas la peur, la colère. Une colère sourde, lente et persistante. Monsieur Caldwell leva la main. « Si vous me le permettez, » dit-il. « Il y a une autre lettre de votre grand-père. Il a demandé qu'elle soit lue à haute voix à la famille. » Ma tante croisa les bras. « Oh, ça promet. » L'avocat déplia une simple feuille de papier. Les bords étaient usés, comme si elle avait été manipulée maintes fois. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire. « À ma famille, si vous entendez ceci, cela signifie que je suis parti. Et si vous êtes tous assis autour de cette table, j'imagine que vous avez des visages bien défaits. » Quelques personnes se remuèrent, mal à l'aise. Je tiens à être clair. Cette décision n'a pas été prise dans la confusion, sous la pression ou par solitude. Je l'ai prise parce que j'étais attentif. Mon oncle ricana. On y est. L'avocat poursuivit. Pendant des années, j'ai observé la façon dont vous traitiez Alex. Les plaisanteries, les chuchotements, les regards échangés. Personne ne rit cette fois. Tu croyais que je ne l'avais pas remarqué? Mais quand on vieillit, on n'a plus grand-chose à faire à part observer les choses. Éric fixait la table. Tu l'as traité de faible, d'étrange, de brisé. Mais je n'ai jamais vu ça. J'ai vu un garçon qui venait s'asseoir à la même table semaine après semaine, même si cela lui faisait mal d'être là. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. J'ai vu un garçon qui s'asseyait avec moi dans le garage, me tendant des outils, même quand il était trop nerveux pour parler. Et tu sais quoi? Il n'avait pas besoin de dire un seul mot pour que je sache qu'il tenait à moi. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Le respect ne se mesure pas à la quantité. Il se mesure à la présence. Et Alex était le seul à me l'avoir jamais témoigné sans rien attendre en retour. Mon oncle serra les dents. Alors, je lui lègue la maison, le terrain, tout. L'avocat marqua une pause, puis lut les dernières lignes. Et peut-être, juste peut-être, lorsque vous vous assiérez tous à nouveau à cette table, vous vous souviendrez que la personne la plus discrète n'est pas toujours la plus faible. Henry Carter. Un silence de mort régnait dans la pièce. Pas de plaisanterie, pas de sourire en coin, juste le ronronnement du vieux réfrigérateur dans la cuisine. Mon oncle fut le premier à craquer.
C'est de la folie, murmura-t-il. On peut contester ça. Monsieur Caldwell plia soigneusement la lettre. Vous pouvez essayer, dit-il. Mais le testament est on ne peut plus clair, et ce n'est pas tout. Papa leva brusquement les yeux. Que voulez-vous dire par ce n'est pas tout? L'avocat fouilla de nouveau dans sa mallette et en sortit une autre enveloppe. Votre père a laissé des instructions concernant la maison elle-même. Ma tante se pencha en avant. Enfin, quelque chose de sensé. Monsieur Caldwell ouvrit l'enveloppe. Il précisait que la maison devait être transférée à Alex immédiatement. Cependant, il y a une condition. Eric se redressa. Quelle condition? Le regard de l'avocat parcourut lentement la table. Tous les occupants actuels de la maison doivent quitter les lieux dans les 30 jours. Ces mots firent l'effet d'une bombe. Ma tante pâlit. Pardon. Mon oncle se leva d'un bond. Nous habitons ici. Monsieur Caldwell acquiesça. Oui. Et selon le testament, vous avez 30 jours pour partir. La voix de mon père se fit glaciale. Tu mets ta propre famille à la porte. Tous les regards se tournèrent vers moi. Mon cœur battait la chamade. Un instant, la vieille peur revint, cette envie de me taire, de me faire toute petite, de les laisser parler par-dessus moi. Mais je me souvins alors de la lettre de grand-père. La personne la plus discrète n'est pas toujours la plus faible. Je pris une lente inspiration. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je les posai sur la table. Et puis, pour la première fois dans cette maison, devant eux tous, je pris la parole. Je ne mets personne à la porte, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle était assurée. Tous les regards se tournèrent vers moi. Eric cligna des yeux. Tu viens de parler. Mon oncle fronça les sourcils. Depuis quand a-t-il le droit de parler? Je les ignorais. Je ne fais que respecter les dernières volontés de grand-père, répétai-je. 30 jours. Mon père me fixa comme si j'étais une étrangère. Tu es sérieuse? J'ai dégluti. Oui. Ma tante a ricané. C'est incroyable. Après tout ce qu'on a fait pour toi? J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Genre, quoi? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pas de réponse. Les semaines suivantes ont été chaotiques. Mon oncle a tenté de me menacer de poursuites judiciaires. Ma tante pleurait à chaudes larmes auprès de quiconque voulait bien l'écouter. Eric m'envoyait de longs messages sur la loyauté familiale et la modération. Je n'ai pas répondu. Monsieur Caldwell s'est occupé de tout. Les papiers ont été signés, les comptes transférés, la propriété a changé de main, et exactement 30 jours plus tard, la maison était vide. La première nuit où j'y suis restée seule, le silence était différent. Ni lourd, ni tendu, paisible. Je me suis assise à la vieille table de la salle à manger, celle-là même où il se moquait de moi. Une simple lampe éclairait la pièce. Devant moi se trouvait la vieille boîte à outils de grand-père. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, des tournevis, des clés et des pinces étaient soigneusement rangés. Tout était exactement comme avant. Tout au fond, j'ai trouvé un petit mot. De son écriture brouillonne, il était écrit « Pour le jour où tu répareras ta première radio sans moi ». Ma vision s'est brouillée. J'ai expiré bruyamment. « Tu me manques, papy », ai-je murmuré. Et cette fois, les mots me sont venus facilement. 6 mois plus tard, la maison était méconnaissable. Peinture fraîche, nouveaux rideaux, véranda réparée, chaîne taillée. J'avais transformé le vieux garage en un petit atelier, non pas pour les radios, mais pour les gens. Tous les samedis, j'organisais une journée de réparation gratuite. Les voisins apportaient des grille-pains, des lampes, de vieilles enceintes cassées. Je réparais ce que je pouvais et je discutais avec eux. Pas parfaitement, pas couramment, mais sincèrement, et personne ne s'est moqué de moi. Un après-midi, alors que j'aidais une dame âgée avec un mixeur en panne, j'ai entendu une voix familière derrière moi. « C'est bien, ici », ai-je dit en me retournant. C'était ma mère. Elle se tenait sur le seuil, les mains jointes nerveusement. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Salut, maman ». Elle a regardé autour d'elle dans le garage. Il aurait adoré ça. J'ai hoché la tête. Oui, je le pense aussi. Elle a hésité. « Je suis désolée », a-t-elle dit. Pendant toutes ces années,
J'aurais dû dire quelque chose. J'ai observé son visage. Elle paraissait plus âgée que dans mon souvenir, fatiguée, pleine de regrets. Ce n'est rien, ai-je murmuré. Et pour la première fois depuis des années, nous nous sommes enlacés. Ce soir-là, je me suis assis sur la véranda, la même véranda où grand-père et moi avions l'habitude de nous asseoir. Le vent sentait la pluie. Au loin, dans la rue, un chien a aboyé. Une voiture est passée lentement. Des feuilles ont bruissé au-dessus de ma tête. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le silence m'envelopper. Mais cette fois, ce n'était pas le genre de silence qui fait rire. C'était le genre de silence qui